je passe la parole immédiatement à Laetitia Mijotte. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis co-responsable de la commission recherche, alors dite recherche, puisque pour vous la présenter très rapidement, il s'agit d'une commission relative à l'observation, les ressources et la recherche. C'est une commission qui est composée de membres du CNAEMO, d'administrateurs et de chercheurs que je tiens à la tribune à remercier pour leur implication et leur assiduité dans l'ensemble de nos travaux. Cette année, nous avons concentré nos travaux sur 3 axes, la valorisation de la recherche, et vous allez avoir dans un second temps la présentation des lauréates de cette année, la réalisation d'études qui peuvent être réalisées de manière ponctuelle ou longitudinale, et Sarah fera une présentation des premiers résultats de la recherche qui est actuellement en cours. Et nous avons également phosphoré dans le cadre des travaux qui sont en cours au niveau du CNAEMO, dans la logique d'évolution du projet associatif et de ce que le corps pourrait apporter en termes de soutien au niveau du plaidoyer du CNAEMO. Alors la protection de l'enfance reste souvent dans l'ombre, elle est très peu connue, parfois mal connue quand on communique sur elle, très peu de chiffres, très peu d'études ou des études très diffuses parce qu'on recoupe plusieurs secteurs d'activité, plusieurs métiers, plusieurs fonctions. Et notre ambition au niveau du CNAEMO, c'est de faire sortir de l'ombre et surtout de faire sortir des représentations notre cœur de métier par l'observation et la recherche en mettant en exergue les besoins des enfants, des parents, des familles et des professionnels pour alimenter le plaidoyer qui est porté par le CNAEMO. Donc vous l'aurez compris, on se centre beaucoup sur l'action, sur ses modalités, et c'est vraiment une préoccupation première pour nous. Donc c'est dans cette logique que les travaux du corps se sont concentrés dans la recherche qui est actuellement en cours sur le contexte de pandémie auquel vous avez tous dû faire face. Et je passe la parole à Sarah qui va vous en présenter les premiers résultats. Bonjour à tous et à toutes. Merci Laetitia et Salvatore aussi pour cette introduction. Donc, alors je ne sais pas si on lance le PowerPoint maintenant ou pas. Ah, non, c'est pas ça. Non, perdu. Bah sinon, peut-être que, Elena, tu peux dire 2 mots, je sais pas. Ou on inverse. C'est pas grave. On reviendra à Sarah tout à l'heure. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci au CNAEMO de m'accorder ce temps de parole. Et comme j'ai pu le mettre en avant l'année dernière à Metz lors des assises, durant ma présentation sur la prostitution juvénile dans le champ de la protection de l'enfance, j'ai débuté un doctorat en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Strasbourg. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je prends la parole pour vous présenter brièvement ma recherche. Donc, je travaille sur la collaboration entre les éducateurs et les professeurs des écoles dans l'accompagnement scolaire des mineurs placés en institution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous demander votre aide afin que vous puissiez répondre à un questionnaire. Ce questionnaire, il a une durée de 20 minutes et toutes les réponses à ce questionnaire sont anonymes. Alors, je sais très bien, quand on dit 20 minutes, on peut penser que c'est long. Et je sais qu'en tant qu'éducateur, vous n'avez pas forcément le temps, que sur le terrain, vous avez énormément de choses à faire, puisque moi-même, j'étais éducatrice auparavant. Et c'est pour ça qu'en fait, on a construit ce questionnaire par 4 blocs de questions. Et au bout de chaque bloc de questions, il vous sera possible de choisir soit de poursuivre, soit de stopper le questionnaire et de vous reconnecter plus tard pour le continuer. Ce qui est important dans ce questionnaire, c'est de bien penser à répondre en fait à toutes les questions jusqu'au bout, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir exploiter les données. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'obtenir un maximum de réponses dans toute la France. Et j'espère vraiment qu'avec les assises, on va faire monter le compteur durant ces 3 prochains jours. Donc,
pour ce faire, c'est très très simple. Vous avez la possibilité donc de scanner le QR code qui est juste derrière moi sur la slide, ou scanner aussi le QR code que vous avez sur les flyers qu'on a distribués ce matin, et également sur les affiches qui sont présentes dans le bâtiment. Il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, il ne faut pas que vous soyez spécialiste de la question. L'idée, c'est simplement d'avoir votre avis. Donc, si vous êtes éducateur ou si vous êtes éducateur en maison d'enfants à caractère social ou en foyer de l'enfance, ou si vous avez eu une expérience dans ces institutions-là, même si vous n'y travaillez plus actuellement, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Et que vous soyez éducateur ou non éducateur, n'hésitez pas à transmettre à toutes vos connaissances, à vos collègues, à vos services, cette petite recherche. Ça peut aussi être à des professeurs des écoles que vous connaissez. Et l'idée dans tout ça, c'est finalement que votre participation à ce questionnaire, elle puisse permettre de faire évoluer la recherche sur une thématique qui est encore très très peu traitée dans la littérature, mais qui est cependant essentielle pour les enfants placés et leur avenir. Et cette recherche-intervention, c'est aussi pour vous, en tant que professionnel, finalement, l'occasion de vous exprimer sur ce sujet, de mettre en avant vos réalités de terrain sur cette thématique qui peut être très complexe. Et c'est pour finalement réussir à faire émerger des axes de formation, des axes de développement, des axes de réflexion par rapport à vos différentes pratiques d'accompagnement que vous avez au quotidien avec les jeunes. Et aussi, c'est faciliter ou faire évoluer en tout cas les collaborations entre l'aide sociale à l'enfance et l'éducation nationale. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, de votre participation. Et puis, n'hésitez pas, comme dit, à partager et à répondre et à venir me voir si vous avez d'autres questions ou à m'écrire un mail. Merci d'avance. Alors, pour ce qui concerne maintenant la dernière recherche qui est encore en cours, qui a été initiée par le groupe de travail du corps depuis mai 2021. Donc, cette recherche, comme le disait Laetitia, porte en effet sur les mesures sanitaires qui sont liées, comme vous le savez, à la crise du Covid-19 en milieu ouvert. Et donc, quand on a commencé à réfléchir sur ce sujet-là, il y avait déjà évidemment des rapports de recherche exploratoires. Je pense notamment au rapport de l'ONPE qui existait alors, aussi des articles scientifiques qui narraient les expériences des professionnels de la protection de l'enfance à ce sujet. Mais voilà, cette littérature ne portait pas spécifiquement sur le milieu ouvert et il nous semblait que cette recherche pouvait en ce sens s'inscrire dans la continuité de ces travaux. Nous nous sommes par conséquent inspirés des résultats de cette littérature pour former un ensemble de questions que nous souhaitions éclairer à travers une enquête de terrain. Donc, dans un premier temps, il s'agissait déjà d'interroger les transformations dans l'organisation du travail au sein des services d'AEMO durant le premier confinement et leurs effets sur le suivi des mesures. Donc, plusieurs questions ont émergé. Par exemple, comment les équipes avaient-elles fait face lors de l'annonce du premier confinement à la fermeture administrative des services, face aussi à la nécessité de maintenir le suivi des familles? Comment ces équipes s'étaient-elles organisées pour maintenir les temps de travail collectif? Ou encore, comment la porosité entre la sphère professionnelle et la sphère privée, qu'on pouvait supposer nécessairement plus grande du fait du télétravail, avait-elle été vécue? Dans un second temps, nous souhaitions aussi explorer les effets des mesures sanitaires sur la pratique professionnelle en elle-même et plus spécifiquement dans la relation des travailleurs sociaux aux familles. Par exemple, on s'est demandé dans quelle mesure la communication à distance avec les familles avait-elle modifié, donc favorablement ou défavorablement, leurs liens avec les éducateurs ou les TISF. Enfin, en recueillant le point de vue des professionnels sur les situations familiales, il s'agissait de s'intéresser d'une part à la façon dont les familles avaient pu mobiliser certaines ressources durant le confinement,
ou développer certaines compétences parentales. D'autre part, à leur rapport à la mesure. C'est-à-dire, est-ce que certaines familles avaient adopté des stratégies de fuite ou au contraire de maintien du lien avec leur éducateur ou leur TISF. Donc, à travers ces questionnements, il ne s'agissait pas de s'arrêter à une analyse du premier confinement stricto sensu, mais d'essayer de cerner si certaines normes, à l'échelle de l'organisation du travail par exemple, ou certaines pratiques initiées durant le confinement, et peut-être aussi après le confinement, s'étaient pérennisées. Donc pour tenter de répondre à ces questions, une méthodologie qualitative nous semble être la plus à même de recueillir les expériences et les vécus des professionnels. Nous avons donc organisé un focus group composé de différents professionnels, donc TISF, éducateurs spécialisés, psychologues, qui étaient issus de différentes associations du milieu ouvert en Île-de-France et en novembre 2021. Donc l'objectif, c'était d'amener bien sûr à la confrontation des expériences vécues qui sont nécessairement différentes et de stimuler aussi le travail d'anamnèse. Les données recueillies ont ensuite été approfondies par des entretiens individuels qui permettaient en fait d'explorer plus en détail certains éléments qui pouvaient éventuellement être davantage survolés durant le focus group ou qui avaient été carrément passés sous silence. Donc, comme je le disais, c'est une recherche encore en cours qui n'a pas été publiée. Donc là, mon objectif maintenant, dans les 5-6 prochaines minutes, ça va être de vous en livrer les premiers résultats. Donc déjà, dans l'organisation du travail, ce qu'on peut dire, c'est que l'annonce du premier confinement et de la fermeture administrative des services a suscité de grandes craintes quant à l'enfermement des familles et aux difficultés de maintenir le suivi des mesures. Ces craintes étaient accentuées notamment au sein des équipes qui ne disposaient alors pas des moyens matériels nécessaires au télétravail, c'est-à-dire que certains services n'avaient pas d'adresse mail institutionnelle ou pas de téléphone portable professionnel. Il y avait aussi ces injonctions paradoxales en provenance de différentes institutions qui sont venues s'ajouter à la confusion et au caractère anxiogène de la situation. La plus notable de ces injonctions fut sans doute celle de devoir assurer le suivi des familles, dont certaines nécessitaient des visites à domicile en urgence, tout en restant impérativement chez soi pour se protéger d'une pathologie dont on savait encore relativement peu de choses au début de l'année 2020. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les équipes, sans grande surprise, ont témoigné d'une grande adaptabilité face à ces contraintes. Elles ont maintenu certaines routines de travail ou en ont créé d'autres, ce qui leur permettait de préserver des repères dans une vie quotidienne où le travail faisait irruption dans l'espace du foyer. Par exemple, les horaires et les jours des réunions d'équipe ont été maintenus et certaines équipes ont systématisé aussi des comptes rendus sur chaque situation familiale qu'il fallait envoyer au chef de service à la fin de chaque semaine, pendant le premier confinement. Donc, au-delà de ces directives des services, on a pu aussi constater des bricolages collectifs et informels pour assurer la continuité du travail. C'est-à-dire que certaines équipes ont par exemple utilisé donc, des outils numériques comme les conversations de groupe WhatsApp pour compenser les temps informels de discussion au service qui n'existaient plus et qui sont pourtant essentiels dans la compréhension des situations et aussi dans la cohésion de l'équipe. Mais malgré le maintien de certains rythmes de travail antérieurs, le confinement a quand même suscité une plus grande porosité, donc comme on s'y attendait, entre la sphère professionnelle et la sphère privée, avec des dépassements d'horaires de travail classiques et parfois l'impression que le travail avait colonisé la vie quotidienne. Enfin, certaines pratiques initiées durant le confinement se sont effectivement pérennisées, donc à l'instar de ces fameuses conversations de groupe WhatsApp. Et on peut aussi souligner que certaines équipes ont insisté sur le fait que la crise sanitaire leur a permis d'obtenir du matériel dont elles avaient fait la demande depuis parfois des années. La sortie du premier confinement a ensuite été marquée par des difficultés organisationnelles dans le retour des familles au sein des services, en lien bien sûr avec les contraintes sanitaires qui existaient alors, et aussi une charge mentale plus importante dans l'organisation, notamment des sorties collectives avec des jeunes qui étaient suivis.
Ensuite, dans les relations entre les travailleurs sociaux et les familles, ce qu'on peut dire, c'est que eh bien, de la même manière qu'à l'échelle collective des services, chaque travailleur social, à son échelle, a fait preuve d'une adaptabilité remarquable dans le suivi des familles, en variant selon les besoins et les situations, aussi bien les modalités de contact avec les familles, donc SMS, appel, visio, visite à domicile, parce que parfois c'était extrêmement nécessaire. Et à côté de ces modalités, elles ont également fait varier les fréquences de contact avec les familles. Mais ce qui a été le plus souligné dans le focus group et dans les entretiens individuels, c'est ce partage de l'expérience commune du confinement et aussi d'une vulnérabilité face au virus qui a souvent entraîné un effacement relatif du cadre institutionnel de la mesure, une sorte de déplacement des positions respectives ou en tout cas des rapports plus symétriques. Pour donner quelques exemples, certaines familles ont fait preuve d'une certaine sollicitude vis-à-vis des professionnels en les appelant pour prendre de leurs nouvelles, quand d'autres partageaient des bons tuyaux avec leur éducateur. Plusieurs travailleurs sociaux soulignent par ailleurs des témoignages de reconnaissance des familles qui interprétaient le maintien du suivi durant le premier confinement davantage comme une preuve de sollicitude que comme une obligation professionnelle. Ensuite, pour les travailleurs sociaux qui ne vivaient pas seuls chez eux, le vécu du télétravail a été quand même marqué par une difficulté à protéger leur intimité qui se trouvait malgré eux exposée. C'est-à-dire que les familles pouvaient entendre leurs enfants au téléphone pour ceux qui en avaient, ce qui pouvait susciter des questions auxquelles il était parfois difficile de répondre. Inversement, il fut parfois compliqué d'aborder certains sujets sensibles avec les familles en présence des autres membres du foyer. Mais au-delà de ces difficultés, c'est évidemment la question du sens du travail que beaucoup de professionnels se sont posés. Quel éducateur ou quel TISF aurait pu imaginer faire de l'accompagnement éducatif en télétravail? Aucun sans doute avant la crise sanitaire, et même encore aujourd'hui. Enfin, les professionnels s'accordent aussi sur le fait qu'il fut impossible de créer une relation de confiance avec les familles dont le suivi a débuté au moment du confinement ou juste avant. C'est aussi d'ailleurs l'ensemble des ritualisations interactionnelles qui ont été mises à mal par le port du masque et la distance physique, donc le fait par exemple de serrer la main, qui sont pourtant essentielles, ces ritualisations, dans l'établissement d'une relation de confiance et plus encore peut-être avec les enfants. Enfin, du côté des familles, pour celles qui étaient dans le refus de la mesure, certaines ont élaboré des stratégies de fuite qui n'ont pas permis de maintenir le lien durant le confinement. Certains travailleurs sociaux ont donc dû faire des interruptions de suivi ou des signalements au parquet pour celles qui étaient sous mesure judiciaire. Certaines de ces stratégies de fuite se sont d'ailleurs maintenues dans l'après-confinement. Cependant, les craintes des travailleurs sociaux quant à la dégradation des situations familiales au tout début du confinement se sont révélées être rapidement apaisées. En effet, chez les professionnels qui ont participé à cette recherche, et donc sur les 3 associations qui sont représentées, nous n'avons relevé qu'un seul placement d'urgence durant le confinement. Cela signifie que les familles aussi ont su mobiliser des ressources, qu'elles soient situées dans leur entourage, par exemple leur voisinage ou leur communauté religieuse, en intrafamilial également, et elles ont développé des compétences parentales sans toujours, toutefois, en avoir conscience. Enfin, avant-dernier point, comme on pouvait s'y attendre, les conditions de logement des familles ont eu une influence importante sur leur vécu du confinement. Évidemment, le fait de vivre dans des logements exigus ou insalubres a parfois contribué à la dégradation des situations familiales, notamment dans les cas où il y avait des problématiques de violence intrafamiliale et conjugale, et aussi cela a parfois engendré certaines accentuations des troubles du comportement. Et pour les familles qui avaient des conditions de logement plutôt satisfaisantes, la libération du temps de travail a pour le coup permis parfois de renouer un lien entre les parents et leurs enfants autour de certaines activités. Enfin, dernier point, le déconfinement
a bien sûr été plus ou moins difficile selon les familles. La réouverture des écoles, par exemple, fut une délivrance pour certains parents et adolescents. Pour d'autres, elle fut surtout caractérisée par la peur de contracter le virus, certains parents refusant alors de mettre leurs enfants à l'école. On peut noter aussi que la réouverture des ITEP et des IME fut également très attendue pour les familles concernées. Et quant à la réouverture des services d'AEMO, les familles qui adhéraient à la mesure étaient soulagées de pouvoir reprendre leurs activités avec les membres de l'équipe. Donc pour conclure, ce que cette recherche révèle de manière très claire, c'est que le confinement et la crise sanitaire n'ont pas été déclencheurs de situations nouvelles, mais ça a plutôt été un révélateur, et ce, donc à différents niveaux. Ça a été un révélateur des inégalités matérielles en termes d'équipement entre les services, et ces inégalités ont parfois rendu plus ou moins difficile l'adaptation du travail à cette situation exceptionnelle. Cette situation a également été révélatrice des inégalités socio-économiques entre professionnels, en termes de conditions de logement, en termes de connexion Internet, par exemple, et des inégalités de maîtrise des outils numériques. Ce confinement et cette crise sanitaire ont, avant-dernier point, été révélateurs des relations entre les professionnels et les familles, c'est-à-dire que les familles qui adhéraient déjà à la mesure ont eu un lien avec leur éducateur renforcé, selon le point de vue de ceux-ci. À l'inverse, des familles qui étaient plutôt dans le rejet de la mesure et pour lesquelles finalement la défiance par rapport au cadre institutionnel et aux professionnels ce serait plutôt accentuée. Enfin, un dernier point, un dernier révélateur, c'est finalement voilà, ce confinement, cette crise sanitaire ont révélé les tensions au sein des équipes, mais aussi comme toutes les formes de cohésion qui pouvaient exister voilà, selon les différents services, selon les différentes équipes, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention.